Parlons placement, troisième et dernière séquence en compagnie de David Benhamou, qui est responsable des investissements chez Axiom Alternative Investment. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. On va parler ensemble des banques, un secteur que vous connaissez bien. Vous avez monté ce fonds un petit peu autour, cette société de gestion, un petit peu autour de cette expertise. Est-ce que vous pouvez nous présenter Axiom en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, Axiom est une société de gestion indépendante qui a été créée en 2009 et qui est spécialisée sur le secteur bancaire et financier. Donc, on regarde les banques et les compagnies d'assurance. C'était courageux en 2009 de lancer un fonds autour de cette thématique. Très courageux. Inconscient, on pourrait dire, j'imagine. On nous a pris pour des animaux bizarres à l'époque, mais une des raisons fondamentales, c'est que nous venons de la banque, nous avions bien connu les banques de l'intérieur, les fondateurs d'Axiom, et ce qui nous semblait très très fort en 2009, c'est on se rendait compte à quel point il y avait une méconnaissance de la part des investisseurs du secteur bancaire, et puis les valorisations étaient extrêmement basses. Et vous n'intervenez pas que sur les actions bancaires, hein. Il y a aussi toute la dette dans les banques qui sont des occasions et des opportunités de placement parfois intéressantes. Tout à fait, on a même commencé par les obligations bancaires, les obligations subordonnées émises par les banques pour ensuite, quelques années plus tard, faire les actions. Alors, parce que moi je rencontre pas mal de financiers, d'investisseurs, et beaucoup se pincent le nez quand on parle du secteur bancaire. Et on ne peut pas leur donner complètement tort, hein, quand on voit les déboires de Deutsche Bank, les craintes sur le système bancaire italien. Qu'est-ce qui vous fait que vous dites qu'il y a quand même des opportunités à saisir? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les banques, le secteur bancaire vit un désamour depuis 2009 qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. On a toujours cette aversion très très forte aux banques de la part des investisseurs pour des raisons de risque. Les investisseurs ont l'impression que les banques sont encore très risquées, ce qui est faux. Qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans leur bilan. Voilà, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans leur bilan, tout ce genre de choses qu'on entendait en fait en 2008. Et vous nous dites que ce n'est pas le cas. Mais toutes ces années après, maintenant c'est fini, si vous voulez. Les banques se sont massivement recapitalisées, elles ont plus que doublé leurs fonds propres. La réglementation qu'on appelle BAL 3, qui est intervenue après la crise de 2008, a profondément réformé les banques, qui fait qu'elles sont aujourd'hui devenues des utilities en quelque sorte, des utilités. Elles ont une capacité à prendre des risques qui est extrêmement faible, et surtout elles sont redevenues rentables. Et pourtant, il y a banque et banque. Mario Draghi lui-même explique qu'il y a trop de banques, sans doute, dans la zone euro, et que c'est un problème, et qu'en effet, on ne peut peut-être pas comparer BNP Paribas avec une petite banque du Bade-Württemberg. Alors il y a banque et banque, et effectivement c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a trop de banques dans la zone euro? Alors c'est pas vrai en général dans la zone euro, mais vous avez des zones typiquement qui sont encore surbancarisées, et comme par hasard c'est celle où l'on voit les problèmes. Donc l'Allemagne typiquement, il y a... C'est étonnant quand même, cette économie florissante, l'Allemagne qui donne des leçons à la terre entière et qui a des problèmes avec ses banques. Tout à fait, mais vous avez une surbancarisation de l'Allemagne qui est très claire. Il y a une banque pour 42 000 habitants en Allemagne. Et donc ça fragilise les acteurs. Ça fragilise les acteurs. C'est cette économie fédérale finalement qui est très disséminée et qui fait qu'il y a peu d'acteurs centralisés comme en France puissants. Tout à fait, tout à fait. Vous avez trop d'acteurs avec une part de marché moyenne qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 25% contre 45% en France. Donc vous voyez la différence est considérable. C'est le même problème en Italie? Exactement. Atomisation. Exactement. Atomisation avec aussi un secteur bancaire qui était essentiellement local et domestique et donc qui était forcé de se réformer après la crise de 2008. Donc en fait, les problèmes qu'on retrouve en Italie et en Allemagne aujourd'hui, c'est tout simplement une obligation d'agir pour tous ces secteurs qui ont tardé, qui sont encore trop prolifiques en nombre de banques. Malgré tout, les banques ont quand même un problème, c'est celui des taux d'intérêt, avec cette courbe très plate des taux d'intérêt, parce que le métier de banquier, on le rappelle, c'est convertir du court terme en long terme, le faire travailler. Quand les taux sont plats, c'est plus compliqué. Alors, il y a deux choses à dire et une perspective à donner. La première, c'est que les taux d'intérêt négatifs dans l'absolu ne sont pas un problème absolu pour les banques. Ça obère en fait leur profitabilité, mais on a de nombreux cas en Europe. Elles peuvent gagner de l'argent même avec des taux négatifs. Mais elles gagnent aujourd'hui de l'argent. Le retour sur fonds propres moyen du secteur bancaire européen, c'est 8%. Donc voilà, donc elles en gagnent. Comment et elles font alors? Pas misérable. C'est très simple, en se refinançant moins cher qu'elle ne prête, c'est aussi simple que ça. C'est toujours le delta qui compte. C'est toujours le delta qui compte. Et lorsque, vous savez, la BCE aujourd'hui, vous pouvez vous financer à la BCE à moins 40,
centimes. Et sur les marchés, pour les banques en fait, qui ont une structure de financement où il n'y a pas beaucoup de dépôts, par exemple, elles peuvent se financer encore moins cher. Donc c'est ça qui compte. Et il y a des exemples de rentabilité très fortes dans des zones de taux d'intérêt négatifs. La Suède, c'est un retour sur fonds propres de 14%. Évidemment, ce sont des zones où la pente est la plus forte. Bon, donc on comprend votre discours sur l'intérêt que peuvent susciter ce secteur bancaire. Une remontée des taux, brutale ou pas, comme on l'a évoqué en première partie avec Jonathan, est-ce que ça serait plutôt porteur ? C'est évidemment positif pour le secteur bancaire. Vous y croyez d'ailleurs à cette remontée des taux ? Il y a quelque chose qui est clair depuis le mois de septembre, c'est qu'on pense qu'il y a une vraie capitulation de la Banque centrale japonaise qui pratique les taux négatifs, voire à zéro depuis maintenant 30 ans. Et là, elle dit stop, j'arrête. Là, alors, elle n'a pas dit stop, j'arrête, mais elle a introduit un nouveau concept de repentification, entre guillemets, de la courbe des taux, qui signifie très clairement qu'elle va faire en sorte que les taux longs soient plus hauts. Comment est-ce que vous jouez ce secteur ? Parce qu'on a vu, il y a différentes choses. Est-ce que c'est au travers du crédit, au travers de l'equity ? Est-ce que c'est au travers... on a vu qu'il y a des zones géographiques. Est-ce que vous allez quand même investir dans des banques allemandes ou italiennes ? Alors ça dépend, et ça dépend surtout des instruments. Donc vous pouvez aujourd'hui investir vraiment sur les deux univers, sur l'univers qu'on appelle fixed income, c'est-à-dire acheter des obligations, et vous pouvez avoir aujourd'hui des taux d'intérêt qui oscillent entre 3 et 7%, parfois même un petit peu plus, sur des banques qui vont être de bonne qualité dans la zone euro. Alors pourquoi ? Parce que vous avez encore cette espèce d'aversion au risque des investisseurs qui fait qu'on se méfie encore des banques parce qu'elles sont très compliquées, c'est réglementé, ça paraît assez obscur. Donc on est encore dans cette phase-là de méfiance. Avec un bon rendement. Exactement. Chose qu'on avait sur le corporate bond, sur les obligations d'entreprise il y a un moment et qui s'était un peu dégonflé. Tout à fait. Donc ça reste dans le secteur bancaire. Ça reste dans le secteur bancaire. Il faut dire ce qui a énormément, je dirais, serré les rendements sur le secteur corporate, c'est la politique quantitative de la BCE, la politique non conventionnelle de la BCE, qui consiste à racheter massivement des obligations aussi du secteur privé. Donc on peut jouer en effet sur ce marché obligataire. Voilà. Et vous faites des fonds spécialisés donc, sur les obligations bancaires. Tout à fait. On a des fonds spécialisés sur les obligations bancaires, dont un qui s'appelle... Donc 100% investis dans des obligations bancaires, il n'y a pas d'Air Liquide ou de Schneider dedans. Non, tout à fait. On a vraiment des fonds spécialisés sur le secteur, dont un qui s'appelle Axiom Obligataire, et qui est vraiment 100% dédié aux obligations du secteur financier, banque et assurance. Et il y a le pendant en equity, Exactement. En action. Alors, en action, c'est pareil, c'est le désamour qu'on voit pour les banques est très très marqué, peut-être beaucoup plus en fait sur les actions. Nous pensons que 2016 est vraiment une année charnière où les valorisations sont aujourd'hui tellement basses. Une banque, ça se valorise à peu près 66% de ses fonds propres, c'est-à-dire que ça vaut moins cher que ses fonds propres, alors que, encore une fois, le secteur bancaire est profitable. Et ce qu'on pense, c'est que cette situation ne perdurera pas et que les investisseurs commenceront vraiment à accepter le fait que les banques ont changé, qu'elles sont moins risquées, et surtout, le déclencheur pour nous, c'est les taux. Voilà, c'est ça. J'allais vous demander quel va être le catalyseur qui va permettre aux investisseurs d'ouvrir les yeux. Ça va être les taux. Dès que les taux vont repartir à la hausse, s'ils repartent, ça devrait relancer la machine. Tout à fait. Il y a déjà une première chose qui est vraiment le changement de perspective que donnera la BCE. Voilà. Oui, parce que quand on parle de taux, vous parlez de la remontée, par exemple, de la Fed qui est anticipée pour la fin de l'année ou Non, c'est plutôt la zone euro. Ce qui va intéresser essentiellement les banques européennes, c'est la pente des taux dans la zone euro. Et donc, de ce point de vue-là, la décision de la Banque centrale du Japon est très très éclairante parce que c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est le mentor en fait de la BCE, mais c'est le vrai exemple de pilotage de politique de taux zéro depuis 30 ans. Donc le fait qu'elle change et qu'elle capitule en quelque sorte va mettre une grosse pression sur Mario Draghi. Oui, et d'ailleurs il commence à le dire un peu dans ses discours et beaucoup pensent que l'Europe est en voie de japonisation, donc c'est sûr qu'ils doivent regarder ce qui se fait là-bas. Tout à fait. En termes, et ce sera une des dernières questions, David Benhamou, de répartition des actions que vous aimez bien dans ce fonds bancaire d'un point de vue action, on peut mettre des grosses pincées de quel type de banque? Alors, on est en France, donc on peut mettre une grosse pincée de BNP, qui est une banque absolument remarquable, modèle diversifié,
et qui est pour nous une des meilleures banques en Europe, les plus solides et qui seront probablement les plus performantes au cours des prochaines années. Ouais. Si vous allez dans un pays, je dirais, plus risqué aujourd'hui, qui fait en tout cas donnez-nous des opportunités plus... Banca Intesa en Italie, c'est une banque absolument remarquable. C'est une banque qui a augmenté de 100% son dividende l'année dernière. Vous êtes sur des rendements de dividendes qui sont de plus de 6% aujourd'hui sur Intesa. Voilà, c'est une banque qui n'a pas de banque d'investissement, donc avec très peu de risques, plutôt de la gestion de fortune, de l'asset management et de la banque retail. Voilà, donc ça c'est absolument remarquable. Si on passe l'Allemagne, parce que alors c'est très difficile de faire des choses en Allemagne, Deutsche Bank, il faut pas y aller aujourd'hui. Ouais. Non pas que Deutsche Bank va faire faillite, mais Deutsche Bank est une banque qui est en pleine restructuration. Et donc, pour l'actionnaire, ce sera très très difficile de gagner de l'argent avant quelques années. Donc, ça n'a pas d'intérêt en termes d'investissement actionnarial. En revanche, si on reste dans la zone germanique, Erste Bank, qui est une banque autrichienne remarquable, la première banque en Autriche, c'est 10% de retour sur fonds propres. C'est une banque qui croît son book de prêt de plus de 2% par an. Voilà, ça c'est des banques qui sont vraiment très intéressantes. Bon, bah voilà, le message est passé. Il ne faut pas acheter les banques avec l'eau du bain. Il y a aussi des choses à faire dans le secteur, et surtout quand on le connaît bien comme vous, David Benhamou. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes responsable des investissements chez Axiom Alternative Investment. Merci. À bientôt.